Quand on parle football, on parle joueur, trophée, dribble de génie ou but acrobatique. Pour certains, ce n'est qu'un cirque médiatique. On va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon. Entre salaire démesuré et voiture de luxe. Pour d'autres, ce n'est plus un sport, c'est une religion. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Au cœur des tribunes les plus brûlantes du ballon rond, des chants, des banderoles, des bagarres, des polémiques, les préjugés ne manquent pas autant que les menaces d'extinction croissantes à l'égard de ces groupes de supporters. Autrefois réduit à l'ardeur populaire, il est devenu un vecteur d'identité, de revendication et d'influence qui déborde du stade. Là où le football est un exutoire, la frontière entre État, mafia et partis politiques est parfois bien plus difficile à nommer qu'une simple violence à l'état pur. Alors, qui contrôle vraiment les virages ? Le club cherche-t-il plutôt à les réprimer ou à les instrumentaliser ? Et surtout, comment de simples supporters de foot sont devenus les acteurs les plus contestataires de la planète sport ? Alors, pour comprendre les origines du mouvement ultra, il faut remonter jusqu'en 1899 en Hongrie. Alors attention, on ne parle pas d'ultra à proprement parler, mais bien du premier groupe de supporters de nature comparable, les Fradišiv de Ferencváros. Bon, alors dans la vidéo, je vais prononcer le nom de plusieurs clubs qui viennent d'origines un peu diverses, et je vais essayer de faire de mon mieux pour la prononciation, et surtout n'hésitez pas à me corriger dans la bienveillance dans les commentaires et à soutenir notre travail en vous abonnant, je compte sur vous, ça fait extrêmement plaisir. Et pour revenir aux Fradišiv de Ferencváros, ils révolutionnent notamment le système de carte d'abonnement avec 4000 membres inscrits en un mois. Mais en réalité, les racines du mouvement restent assez disputées à travers le monde. En Amérique du Sud, c'est le club de Sao Paulo qui révolutionne vraiment le fanatisme dans les tribunes avec la première Torcida Organizada. Pour la première fois, en 1939 au Brésil, on commence à entendre des chants, à voir des banderoles, des drapeaux, bref, une véritable ambiance de foot. Mais en Europe, c'est véritablement le Hajduk Split, aujourd'hui situé en Croatie, qui a révolutionné son art. Dans le contexte de la Coupe du Monde 1950, les supporters de la Yougoslavie font le déplacement jusqu'au Brésil, impressionnés par la ferveur de ces fameuses torcidas que l'on évoquait au stade Maracana. Et de retour en Europe, les marins du Hajduk Split forment la Torcida Split, la plus vieille association ultra du continent, clairement inspirée par les codes de l'Amérique latine. Un Torcida, ça veut bien dire supporter en portugais. On aura l'occasion de revenir plus tard sur l'implication des ultras en politique, mais déjà à l'époque, les deux sont intimement liés. La Torcida Split, par exemple, était un véritable exemple de multiculturalisme au sein de la Yougoslavie. Les premiers ultras ne sont pas seulement croates, mais aussi kosovars, slovènes, bosniaques. Mais si le club d'Hajduk Split est d'abord opposé au nationalisme affirmé du Dinamo Zagreb, il va rapidement changer de direction politique à partir des années 1980. Mais en réalité, l'importance de cette influence politique au sein des ultras n'est même pas étonnante, pas nouvelle en tout cas. Déjà à l'époque antique et dans les arènes romaines, les factions de chars ou de gladiateurs divisaient le peuple en plusieurs groupes sociaux, qu'ils soient ethniques ou même religieux. Et justement, le berceau des ultras naît en Italie, où le terme se démocratise, on va dire, dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce qui se passe à ce moment-là en Italie, c'est qu'il y a une nouvelle génération de supporters, étudiants pour la plupart, militants politiques pour certains, qui vont quitter les groupes de supporters traditionnels pour créer leur propre groupe, nettement plus fervent. En 1979 esce un documentario di Daniele Segre che si chiama Ragazzi di Stadio. Fu il primo spiraglio aperto verso la comprensione di quella realtà. Ragazzi di stadio, proprio perché si cercava di definirli, perché erano un fenomeno del tutto nuovo. Ed erano ragazzi che nelle interviste a Daniele Segre raccontano come che per esempio loro alla partita vanno ma non guardano la partita, sono con le spalle alla partita e guardano la curva perché loro si rispecchiano nella curva, non nella squadra.
La loro identità è data dalla loro appartenenza alla curva. Et pour la petite anecdote, si une grande majorité des virages ultra se situent aujourd'hui à l'arrière des buts, c'est parce qu'à l'origine, en Italie à ce moment-là, ces étudiants sans moyens n'avaient accès qu'aux places les moins chères du stade, donc derrière le but. Et dans le cœur des premiers ultras, les représentations politiques tendent clairement à l'extrême gauche. On parle des Brigades Rouges de l'AC Milan, du Collettivo Autonomo de la Fiorentina, en référence au mouvement autonome de la gauche radicale à ce moment-là, ou encore des Tupamaros, un parti uruguayen du même nom. Et non, j'étais assez surpris de l'apprendre, le mouvement ultra ne puise ni dans des racines néofascistes, ni dans quelques récupérations politiques du gouvernement. Alors bien sûr, les premières organisations de droite ne vont pas tarder à s'opposer à cette lutte de classe, à l'image des Ultra Tito Cucciaroni de la Sampdoria ou des Boys San de l'Inter Milan. Reprenant par exemple les discours de Mussolini, les chemises noires des Boys San se battent avec les Brigate Rossonero, les Brigades Rouges de l'AC Milan. Dans les années 70, le stade de football n'est ni plus ni moins que le reflet de la société italienne, polarisée entre une gauche marxiste et une droite profondément fasciste. Le modèle italien s'est ensuite grandement propagé en Europe dans le contexte de la Coupe du Monde espagnole de 1982. Sur la péninsule ibérique, les groupes ultras se multiplient à l'image du Biris Norte de Séville, du Raça Benfiquista du Benfica Lisbonne ou des Ultrasourds du Real Madrid, pour ne citer que quelques noms. Le phénomène connaît un véritable effet boule de neige où chaque club, chaque virage tente d'imposer ses propres couleurs sur le continent. En France, impossible de parler ultra sans évoquer le légendaire Ultra Commando de l'Olympique de Marseille en 1984. Il sera suivi par les Boulogne Boys du PSG et la Brigade Sud de l'OGC Nice. Et pour fermer cette parenthèse sur l'histoire du groupe ultra, il serait évidemment trompeur de ne se limiter qu'à l'Europe. En Amérique du Sud, on parle plus globalement des Barra Bravas comme ancêtres du mouvement italien, mais son influence est également croissante en Afrique du Nord, en Turquie, et même en Malaisie avec les Ultramalayas de l'équipe nationale. Si à la base l'histoire des ultras n'appartient qu'à la jeune génération italienne désireuse de bousculer les codes de la société, elle s'est progressivement ouverte à une multitude de régions, de classes sociales et d'idéaux politiques divergents. Alors on a déjà évoqué les racines du groupe ultra dans sa globalité, mais on n'est pas vraiment rentré dans les détails de son idéologie. Enfin plutôt de ses idéologies, parce qu'il existe en fait une infinité de revendications politiques. Derrière les banderoles, la force du groupe ultra dépasse la simple notion d'ambiance, de chant ou de fumigène. Par définition, c'est un groupe indépendant qui n'a de compte à rendre ni aux propriétaires du club, ni aux forces de l'État, que ce soit la police, la gendarmerie ou encore le gouvernement. Et ce détail, il est super important parce que ça en fait une force d'influence presque intouchable au cœur de la société. En cherchant à supprimer ou à censurer les ultras, on détruit un peu l'âme du football, on met à dos un stade, une ville, une communauté énorme. Et pendant plusieurs décennies, il n'y a donc aucune limite aux idées radicales des ultras. Petit aparté ici, on va parler des ultras et non des hooligans. Souvent la distinction est mal connue ou du moins méprise par des gens qui ne suivent pas forcément le foot et qui voient chez tous ces supporters une unique masse violente et un peu stupide. Non, en réalité les hooligans, qui sont plutôt d'influence anglo-saxonne, contrairement aux ultras qui viennent d'Italie, désignent aujourd'hui des supporters qui cherchent volontairement la violence, des combats de rue, en dehors des stades, dans des forêts, sans réel prolongement de l'idéologie politique. Même si ultra et hooligans sont souvent intimement liés et que beaucoup de clubs défendent la nécessité des deux groupes, ils ne puisent ni dans les mêmes racines ni dans le même mode d'action, et ça c'est important de le comprendre pour le reste de la vidéo. Au tournant des années 90 donc, les questions identitaires refont surface dans le débat public. Dans les stades européens particulièrement, le racisme et l'homophobie relayent les idéaux de la droite radicale. On a parlé des ultrasourds du Real Madrid comme pionniers du mouvement espagnol. Et bien aujourd'hui c'est moins une fierté pour les Madrilènes quand on voit ces images. Ce slogan « Defend Europe » par exemple revendique clairement la défense de la chrétienté en Europe, lutte contre l'islamisation du continent, l'homosexualité et l'immigration. Le tout illustré par ce soleil noir qui est le symbole de l'identitarisme nazi sur le territoire. On peut prendre un autre exemple, celui de la Pologne qui m'est un peu plus familier pour le coup. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion
de voir ou de vivre une ambiance là-bas, mais que ce soit l'animation, les chants ou simplement l'atmosphère, c'est assez incroyable. Et parmi ces tifos ou ces banderoles, on retrouve toujours un nationalisme assez important. En témoigne ce tifo du Schloss Wrocław où l'on voit clairement le chevalier polonais défendre l'Europe des bateaux de migrants, ou encore celui-là du Legia Varsovie représentant 3 personnes avec une tête de cochon, une batte et un marteau, avec la mention « Bienvenue aux réfugiés ». Et cette rhétorique, bon, sans faire trop de généralité, elle est quand même assez commune à la plupart des pays de l'Est qui voient en ces minorités un danger pour leur identité nationale. Et le foot, qui regroupe beaucoup de jeunes issus de milieux populaires, parfois délaissés par le système, avec un fort taux de pauvreté, de chômage et de corruption, devient tout naturellement un exutoire à leur colère. Alors attention, l'extrême droite et l'anti-immigration ne sont pas les seules idéologies véhiculées par les ultras, bien heureusement. On retrouve chez les ultra-grecs et notamment la Gatefour du PAOK Salonique une orientation anarchiste, une orientation antifasciste très violente. Et il est important toujours de comprendre le lien entre l'histoire, les périodes traversées par le pays et les doctrines affichées par ses classes les plus populaires. Dans le cas de la Grèce, les différentes crises économiques ont créé une défiance particulièrement violente à l'égard du système capitaliste. Sur cette banderole du PAOK, on peut notamment lire « Steal from the rich, give to the poor », voler aux riches, donner aux pauvres, qu'on retrouve aussi chez des supporters du Rayo Vallecano ou du St. Pauli en Allemagne, pour citer les plus célèbres. Et en opposition aux croix gammées ou aux croix celtiques brandies par l'extrême droite, les symboles de l'extrême gauche vont se manifester à travers des portraits du Che Guevara, des marteaux, des faucilles, toute l'iconographie de la guérilla communiste. Toujours donc la présence d'une certaine forme d'anarchie, haine de la police, soutien aux minorités et à certaines causes majeures comme la paix en Ukraine ou en Palestine. Mais au-delà de ce clivage gauche-droite qu'on retrouve au sein des stades, il y a certaines formes de revendications qui dépassent la simple notion d'idéologie. En Arménie, le groupe First Armenia Front défend l'indépendance du Haut-Karabakh, cette région historiquement occupée par les Arméniens, mais rattachée de force par l'Azerbaïdjan en 2020. En Europa League, les ultras du FAF avaient notamment interrompu le match de Karabakh, club ultra politisé dans le nationalisme azerbaïdjanais, avec un drone portant le drapeau séparatiste du Haut-Karabakh. Puis lors d'un autre match de qualification entre l'Arménie et la Turquie, les supporters ont allumé leur flash de téléphone à la 62e minute pour rendre hommage aux 62 soldats arméniens tués par une offensive de l'Azerbaïdjan en 2020. On peut citer d'autres exemples comme la Green Brigade du Celtic Glasgow qui voue un fervent soutien à l'indépendance irlandaise, la République d'Irlande, à l'inverse des Glasgow Rangers qui eux affichent leur loyauté à la couronne britannique. Et je me souviens même d'un match des Glasgow Rangers, c'était contre Naples en Ligue des Champions il y a quelques années, à la mort de la reine Elisabeth, ils avaient fait tout un tifo et tout. Bon, ça c'est moins politisé parce que on rend hommage, mais ça montre quand même un certain soutien à la couronne britannique et c'est le total opposé des idéaux du Celtic. Et quand on parle de derby ou de rivalité entre les clubs, bien souvent il faut sous-entendre des fractures, qu'elles soient politiques, religieuses ou même identitaires. Chaque derby, chaque confrontation entre deux clubs rivaux transforme véritablement le stade de foot en agora politique. Maintenant que nous avons dressé le portrait de ces organisations un peu rebelles, anti-système pour la plupart, une question fondamentale subsiste, les ultras sont-ils voués à disparaître ? À quoi ressembleront les tribunes de demain ? De nombreux ultras craignent d'être écartés des stades, à l'image de ce qu'il s'est passé au Parc des Princes. La tension est de plus en plus vive entre supporters et pouvoir public. Les interdictions de déplacement n'ont jamais été aussi nombreuses que cette saison. Depuis plusieurs années, on voit dans la presse notamment un tas de répression, de censure et de juridiction à l'égard des organisations ultras. En France, la Légion X du Paris FC a été dissoute après leur montée en Ligue 1. Même sort pour les ultras brestois en 2025 suite à des débordements et des dégradations en dehors du stade. En vrai, on va pas être hypocrite, c'est pas la première fois que le nom des ultras est associé à des violences physiques, que ce soit envers d'autres groupes de supporters ou même des forces de police parfois. Le 2 décembre 2023, un supporter de la Brigade Loire de Nantes est mort poignardé en marge d'un match contre Nice. À Bordeaux, les groupes Ultramarine et Northgate se sont livrés à des affrontements particulièrement violents,
alors même qu'ils appartiennent au même club. Et ces quelques dérives, forcément, elles ne plaisent pas du tout aux autorités politiques qui confondent une minorité de coupables avec l'immensité du mouvement ultra. Encore moins depuis la nomination de Bruno Retailleau au poste de ministre de l'Intérieur qui entend dissoudre un nombre conséquent de groupes ultra. Enfin, vous commencez à cerner un peu le personnage. Enfin bref, le problème avec ce genre de mesures radicales, c'est qu'elles ne favorisent en aucun cas le dialogue. Il n'y aura plus de régulation en tribune, plus aucune stabilité entre les membres, et surtout, c'est une solution beaucoup trop facile pour le gouvernement qui inflige une sanction collective au lieu d'une sanction individuelle qui aurait dû être en marge de ces affrontements. Dans le cas de Saint-Étienne, par exemple, le bras de fer entre les Stéphanois et le ministre de l'Intérieur sur la dissolution des deux groupes ultra majeurs, les Magic Fans et les Green Angels, menace le stade Geoffroy-Guichard d'un très grand vide en tribune. Dans un communiqué, les représentants affichent leur incompréhension face à cette initiative. Je cite, « Les Magic Fans et les Green Angels sont les poumons du stade. Sans eux, ce ne sera plus le chaudron, mais une casserole percée. » Les faits reprochés datent de 2022 et depuis, les individus qui ont été interpellés ont déjà été jugés. Pourquoi s'attaquer au groupe 3 ans après les faits ? Pour nous, cette procédure de dissolution est un non-sens. Et à côté de tous ces travers politiques, il existe une menace beaucoup plus insidieuse, la pression économique des clubs eux-mêmes. Depuis les années 2000, il y a beaucoup de directions de clubs qui veulent transformer leur stade en espaces familiaux, aseptisés, rentables. Les virages debout, les places pas chères, les tribunes bruyantes, tout ça disparaît au profit de sièges confortables et de billets souvent jugés hors de prix. Le cas le plus marquant, c'est quand même celui du Paris Saint-Germain. Après des affrontements meurtriers en 2010, les ultras de Boulogne et Auteuil avaient été complètement neutralisés par le plan Leproux, qui était le dernier président en date avant le rachat des Qataris. Et il a donc fallu attendre 2016 pour voir revenir de manière très encadrée le collectif Ultra Paris. Troisième et dernière forme de répression qu'on a pu relever, la censure culturelle. Et ça, c'est peut-être ce qui touche le plus à l'identité ultra, parce qu'on ne parle pas seulement d'interdire la violence, mais d'interdire toute forme de contestation. Les fumigènes deviennent progressivement illégaux, les banderoles politiques arrachées ou sanctionnées, les chants hostiles à la ligue, aux dirigeants ou en sponsors passibles d'amende pour les clubs. Résultat, on se retrouve parfois avec des stades où l'ambiance est réduite à un simple décor pour la télévision. Bon, je caricature peut-être un peu, mais à terme, toutes ces menaces deviennent un véritable danger pour le spectacle, pour les fans, pour les joueurs, mais aussi pour l'authenticité du football, à une époque où tout s'industrialise de plus en plus, à une époque où les ultras représentent l'une des dernières formes de contre-pouvoir à ce business football vers lequel nous nous dirigeons. Est-ce que ces mesures réussiront à supprimer la culture des ultras ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine légitimité à vouloir réprimer des tifos, des slogans qui font volontairement réagir ? Ce sont des questions qui persistent et qui ne cesseront de faire évoluer le mouvement ultra dans les décennies à venir. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça fait extrêmement plaisir pour le référencement. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine création.